nous parlons encore une fois du conflit entre le Rwanda et la RDC, avec la montée en puissance du M23, mais aussi les accusations de Kinshasa contre Kigali, celle de préparer un massacre contre des Tutsis au Nord Kivu. Eh bien, l'armée congolaise alerte donc au sujet de la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, où elle prépare un nouveau massacre contre des populations Tutsis afin de faire porter le chapeau aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui sort en tout cas, c'est ce qui ressort en tout cas d'un communiqué des autorités militaires congolaises publié samedi dernier. Ces dernières qui disent se baser sur des faits et des renseignements précis et affirment qu'un corps spécial a même été déployé en territoire de Massissi dans le Nord Kivu pour cette fin. Et bien que vous inspirent ces accusations, seraient-elles fondées? Pourquoi le Rwanda massacrerait-il des Tutsis? Quel est le projet derrière ces accusations refutées naturellement par Kigali? On en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité. Première édition de la semaine d'ailleurs, et qui nous conduit dans les Grands Lacs avec ce conflit qui oppose le Rwanda et la RDC au sujet du M23 qui monte en puissance. Des accusations qui fusent d'un camp comme dans l'autre. En tout cas, on en parle ce soir. Pour vous qui êtes en train de nous suivre sur la 96.3 FM, c'est la radio. Et naturellement sur le satellite Eutelsat pour vos petits écrans, sans oublier Facebook et YouTube qui accompagnent les internautes. Et nombre d'entre vous qui ont téléchargé l'application Foyo Media Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Merci donc d'être là. Pour en parler, deux de nos invités sont là, deux parmi les meilleurs. Il s'agit tout d'abord du consultant permanent de cette émission, Jonathan Batengene, qui est là ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachim Mamaladan, bonsoir à notre éminent aîné qui est là. C'est une référence et c'est un plaisir toujours de partager le plateau avec lui. Bonsoir à tous les techniciens, surtout M. Signé, M. Yannick Song et tout le personnel For You, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Nous attendons encore le résultat de l'enquête concernant la mort tragique, brutale, l'assassinat de votre confrère, M. Martinez Zogo. Nous espérons que des têtes vont tomber, que des personnalités vont être inquiétées enfin, et que le président de la République va continuer avec cette enquête qui a été certainement le déclencheur de toute cette histoire lugubre. C'est les enquêtes portant sur l'ensemble des détournements des deniers publics, les fonds Covid, les fonds liés à la construction des stades de la CAN, mais également la gestion des fonds de la ligne 64, 65 et 94. Nous attendons les résultats de l'audit, mais également nous attendons que le chef de l'État frappe très fort au sein de l'establishment, qu'il touche les personnalités là qui se croient intouchables et qu'il mette fin à cette gabegie. Nous demandons, comme toujours depuis plus de 3 mois, la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Bucheri-Ballet, grande combattante, héroïne de la défense des droits du peuple ivoirien. Elle qui a été embastillée après l'épisode des mercenaires de la jeune française, les 30 légionnaires, accompagnés de 19 Ivoiriens qui ont été arrêtés à Bamako parce qu'ils voulaient commettre un forfait. Ils utilisaient le passeport ivoirien. C'est une forfaiture de trop du régime du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons la libération d'Edith Bucheri, pas seulement d'elle, mais également tous ceux qui ont été arrêtés de manière injuste et qui sont embastillés dans les geôles du dictateur despote sanguinaire. Edith est innocente. Nous lui disons courage, courage. Et à tous ceux-là qui sont des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien, nous leur demandons
de soutenir les initiatives qui ont été prises par la diaspora, mais également par les leaders de la société civile, les leaders politiques à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il y a une pétition qui demande d'être signée. Participez massivement. Allez signer cette pétition, adhérez à cette pétition et faites libérer tous ces prisonniers injustement en Bastille. Merci en tout cas pour votre signature, comme d'habitude, cher Batenguene. Tout l'honneur, il est pour nous de vous avoir sur le plateau en tant que consultant permanent. Vous avez parlé de cet aîné, nous on l'appelle affectueusement Nyandom, et depuis des années, oui, je l'ai surnommé, en tout cas, panafricaniste par essence et par excellence, au vu de son appartenance à un parti qui a combattu et qui a perdu de ses militants et même des sympathisants pour l'indépendance de notre cher et beau pays, le Cameroun, mais aussi pour le parcours, d'où l'excellence. Il s'agit naturellement de Patient Parfendom qui est avec nous. Patient Parfendom, bonsoir. Bonsoir le maestro Mohamed Bachir Ladan. Bonsoir à Jonathan Matenguene, le jeune loup dents très longues. Bonsoir de nos millions de téléspectateurs, j'allais dire des centaines de millions de téléspectateurs. De plus en plus nombreux. Et c'est un plaisir de reprendre présent à votre invitation et d'être sur ce plateau avec l'ensemble de tous ceux qui nous aident à avoir ces belles images que nous avons et qui permettent à For You, Média Africa, de continuer à gravir, n'est-ce pas, les marches de l'excellence. Merci pour cette invitation. En tout cas, tout l'honneur, il est pour nous, Patient Ndom. Vous savez tout l'estime que nous vous portons et nous savons que nous apprenons beaucoup à vos côtés. Ce soir encore, il n'y aura pas d'exception à cette règle, Inch'Allah. Eh bien, messieurs, je voudrais qu'on plante les décors. Dédine Foot nous a permis quand même d'aller un peu en savoir davantage sur ces accusations de la RDC vis-à-vis du Rwanda. On va l'écouter avec la complicité de Signé à la réalisation et on revient juste après. Selon un communiqué, après les massacres des populations civiles à Kicheche et à Bambou, en territoire de Rutshuru, des faits probants et des renseignements précis renseignent de la présence aujourd'hui dans le Massissi d'un corps expéditionnaire des forces spéciales de la mer rwandaise chargé de commettre un autre massacre ciblé contre des Tutsis congolais afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier devant l'opinion internationale la présence des troupes d'agression rwandaises en RDC. C'est du moins ce que laisse entendre un communiqué de l'armée congolaise qui fait savoir que l'armée rwandaise est en train de préparer un massacre à l'est du pays. L'acharnement de l'armée rwandaise justement sur Kichanga et les autres agglomérations du territoire de Massissi a pour objectif, à en croire ce communiqué, de se livrer à une sale besogne et constituer ainsi la volonté manifeste du pouvoir de Kigali de commettre un énième pogrom conformément à ses habitudes et à sa culture génocidaire. Toutes des déclarations du dit communiqué. Tout en appelant donc à la plupart de vigilance, les forces congolaises rassurent à être déterminées à mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC et rétablir la paix, tant attendue par les populations congolaises, pour leur développement et leur épanouissement. De l'autre côté, le Rwanda a accusé mardi dernier un avion de chasse de la République démocratique du Congo d'avoir violé son espace aérien, ce que Kinshasa a démenti. Dernier épisode en date des vives tensions entre les deux pays depuis une offensive rebelle dans l'est de la RDC. Merci à Foot Dédi et à toute la rédaction centrale de For You Média Africa pour cet élément. Eh bien, nous revenons sur le plateau. Patient Parfendom, je voudrais bien commencer par vous. Alors, ce conflit Rwanda-RDC, il faut bien dire que ça date. C'est pas maintenant. Sous Kabila, il y a eu quand même une certaine accalmie. On ne sait par quelle alchimie il est passé. En tout cas, il y avait quand même cette accalmie. Il a réussi à vaincre et à repousser le M23 jusqu'à un certain niveau. Et aujourd'hui, le M23 revient plus fort que jamais. Et selon Kinshasa, soutenu par Kigali. C'est difficile d'aborder cette question de cette région de l'Est de la République démocratique du Congo, d'autant plus que nous savons que cette région est en proie à l'insécurité, au massacre, à la mort, à la violence, à la sauvagerie, à la barbarie, depuis des décennies. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Oui. Donc, les populations de cette région, de notre globe et de notre continent sont celles qui subissent le plus
les contradictions de ce monde dominé par un capitalisme néolibéral sauvage, barbare, et qui ne peut que produire des situations aussi dramatiques que celle-là. Ce qui fait mal, c'est le fait que la plupart de nos élites qui sont au pouvoir, que ce soit à Kigali, que ce soit à Kinshasa, sont au courant de cette histoire dramatique de ces populations de cette zone de Kivu. Elles sont au courant du prix, du lourd prix que ces populations ont eu à payer. Et ça, comme je le disais tantôt, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la période coloniale, ces gens ont toujours été dans cette situation d'insécurité quasi permanente. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre ce jour d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut justifier ce manque d'intelligence, ce manque de capacité de compromis, pour pouvoir arriver à une situation où en réalité c'est la raison qui va prendre le dessus sur la barbarie. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui nous soyons encore dans une situation où c'est le langage des armes qui prend le dessus sur le dialogue, sur la réflexion, sur la nécessité de faire de cet espace des espaces de convivialité partagés entre les différents groupes à la fois politiques, les différents États, pour le bien-être des peuples. Parce que les peuples, en réalité, c'est eux qui sont les dindons de la farce de cet affrontement. Serait-ce pour des intérêts divergents des uns et des autres que l'on se retrouve dans cette situation, peut-être? C'est d'abord pour des questions d'exploitation de cet espace. On oppose la politique des oppositions africaines, elle est vieille, comme la lutte de résistance des Africains pour leur indépendance et pour leur souveraineté. Oui. On oppose les peuples, on peut revenir en arrière en voyant comment le royaume de Belgique avait constitué ces antagonismes au point de créer les Batutsi et les Bahutu et donner l'impression que même sur le plan physiologique, ils ont des différences irréconciliables qui feraient que les uns soient des seigneurs et d'autres soient forcément des gens qui doivent au service de ces seigneurs. Les bergers d'un côté et les cultivateurs de l'autre, des constructions aussi subjectives qui ne veulent absolument rien dire. Mais je ne veux pas aujourd'hui aborder la question historique pour rester figé dans l'histoire. Je regarde la réalité d'aujourd'hui. Voilà une région extrêmement riche. Même autour de lac Kivu, là, on a découvert par exemple le pétrole. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce que je dis aujourd'hui, on soit incapable de s'asseoir, de dire mon frère, ok, quel est le problème? Le problème, c'est de développer cette région pour le bien-être de toutes les populations environnantes. Quand il y a eu l'arrivée vers l'or, à l'ouest, aux États-Unis. Les gens, ils sont allés. Ils ne sont pas allés. Bon, on dirait que là-bas, ce fut quand même des halogènes qui sont venus massacrer les autochtones. Excusez-moi le vocable que beaucoup de Camerounais n'aiment même pas, mais qui est une réalité. Mais au moins, les populations qui sont retrouvées là-bas, ils ont formé une communauté qui avait pour vocation de développer le coin, de donner des conditions de vie qui soient les meilleures pour toutes ces populations qui arrivaient à cet endroit. Les populations n'ont pas envie de savoir si tu es du Congo, si tu es du Rwanda, si tu es du Burundi ou bien la Tanzanie. Les populations veulent vivre mieux. Ils veulent qu'on leur construise un environnement, ils peuvent vivre mieux et en sécurité. Alors, je dis que l'intelligence africaine de cette région a fait faillite. Et d'autres instrumentalisent à dessein ces différentes guerres pour des positionnements d'ordre politique. Il y a les élections qui arrivent quand même bientôt 2023, oui. en RDC. Oui. Vous voyez le positionnement, même les acteurs clés. J'ai écouté par exemple le discours de Katumbi qui fustige le bilan de son point de vue négatif du président Tshisekedi et il s'appuie sur cette incapacité de l'État central de Kinshasa de ramener la paix dans cette zone de Kivu. Et le gouvernement de Kinshasa, excusez-moi, je vais bien que je me trompe, mais j'ai l'impression manipulé par les forces occidentales, veut faire porter le chapeau absolument à Kigali, sans que l'initiative propre de l'Afrique puisse prendre le dessus sur tous ces petits calculs d'apothicaires politiciennes qui n'ont pas du tout de sens aujourd'hui. L'Afrique a besoin de paix, l'Afrique a besoin de sécurité. Les enfants d'Afrique doivent être en capacité de donner cet environnement de sécurité à leurs concitoyens. Regardez les images, Bachir. Ces images doivent nous parler. Voir des gens en plein 21e siècle dans les huttes,
Il y a eu des fortunes. De fortune, des routes de fortune. Parce que là, ils ne sont pas sûrs du lendemain. Au moins du petit coup de feu, tout le monde va tout lâcher. Et puis, c'est la course effrénée dans la broussaille, dans la jungle, dans la forêt, et tout ce que vous voulez dans les montagnes. Et souvent, on perd les enfants en route, on perd les époux en route, on perd les femmes en route. Et on n'est plus jamais sûr de pouvoir les retrouver. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une région qui a un sous-sol extrêmement riche et qui attire les convoitises de par le monde. Et qui, curieusement, ne peut pas produire du génie capable de dire, ok, il y a un problème, mais nous avons les moyens de résoudre le problème. Parce que ce qu'il y a dans notre sous-sol, c'est le problème, il est largement suffisant pour résoudre l'essentiel des problèmes des populations de ces régions, mais tellement suffisant qu'on peut même les transformer en pôle d'excellence économique pour attirer les autres qui vont apporter leur dynamisme et leur génie pour permettre justement que les populations qui sont dans cette région-là puissent vivre mieux. Quand je le dis, c'est-à-dire que je dresse un big picture, mais quand on essaie de découper là-dedans, on va voir sur tous les plans, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la santé, sur tous les plans que vous voulez, sur le plan des infrastructures. Ce que regorge cette sous-région, elle peut développer pratiquement toute l'Afrique centrale, elle toute seule. Donc, qu'est-ce qui peut donc expliquer que les gens sont complètement agrippés, n'est-ce pas, à leur position et continuent d'entretenir cette espèce d'attitude de chien de faïence sans pouvoir être capable de briser le glacis et aller directement à la rencontre l'un de l'autre pour créer des situations Maintenant, sur le plan géopolitique, il faut aussi avouer qu'on essaie d'affaiblir le Rwanda. Et le Rwanda utilise, à mon sens, je le dis comme ça ouvertement, hein, le M23 comme une arme aussi, défensive, peut-être offensive, pour empêcher ceux qui veulent les affaiblir. Pourquoi on veut affaiblir le Rwanda? Je pense qu'on veut affaiblir le Rwanda parce que quand on regarde le big picture sur le plan géopolitique, au moins sur le plan sous-régional, le Rwanda est devenu un élément qui embête. Ils embêtent comment? On veut, en fait, faire la peau à Touadéra. Et parmi les gens qui viennent au secours des Centrafricains, il y a le Rwanda, qui déploie des milliers de militaires pour venir au secours du peuple centrafricain, même si après il y aura des formes de compensation. Nous savons tout ce que nous savons, mais c'est comme ça. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Alors que les autres ont pratiquement tourné le dos. Bon, je ne parle pas du Cameroun, qui est partie prenante du conflit, mais partie là-bas, d'où ils sont pour venir porter main forte, n'est-ce pas, au gouvernement centrafricain. Il faut le faire. Le Rwanda était même prêt à donner des troupes au Mali pour aider le Mali à combattre le djihadisme et stabiliser le Mali. Sur le plan de la symbolique, on ne doit pas jeter tout cela. Cela signifie qu'à Kigali aujourd'hui, il y a un leadership qui a une vision, qui se sent peut-être à l'étroit chez lui, mais qui se rend compte que cette idée-là, cette grande idée d'une grande Afrique, d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique maître chez elle, n'est pas en train de prendre corps autour. Oh, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut justement l'utiliser pour continuer d'affaiblir ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Pour avoir pris un autre chemin que les chemins de traverse, excusez-moi l'expression, alors on doit la punir. Et pour la punir, on crée des briques et des brocs, toutes ces histoires de guerre-là, avec toutes ces situations. Et curieusement, on a un géant qu'on appelle la RDC, et on se rend compte qu'on est en plein 21e siècle, elle est incapable d'assurer la sécurité de son territoire. Là encore, une autre énigme qu'il faudra peut-être qu'un jour on puisse dénouer. Très bien. Merci, Patient Parfendum, pour ce premier jet qui nous a permis non seulement de comprendre la question sur le plan, comment dire cela, régional, mais aussi géopolitique. Jonathan Batengini, ma question, que gagnerait le Rwanda à faire massacrer les Tutsis vivant en RDC, en prenant en compte quand même que l'armée rwandaise est en majorité composée de Tutsis? Sauf à vouloir soupçonner le Rwanda de mener des attaques sous faux drapeau. Ce serait quand même un peu contradictoire, non, très contradictoire, de voir le M23 qui revendique protéger les populations rwandophones du Congo, se mettre dans une posture d'attaque des Tutsis, qui sont les rwandophones en fait, du Congo. Donc ce serait en contradiction avec même les missions de l'existence du M23. M23, c'est les forces spéciales, le grand frère Patient Parfendom l'a dit, c'est les forces spéciales du Rwanda qui sont sur le territoire congolais.
Non, il y a une volonté simplement à Kinshasa de davantage créer du flou dans cette situation. Nous avons toujours été partisans nous avons toujours partagé l'analyse suivant laquelle il y a la partition du Rwanda, de la RDC qui est en cours. C'est un projet qui est en pleine maturation. Le Rwanda y a participé fortement. Aujourd'hui, dans le cadre de sacrifier un des partenaires de la coalition occidentale contre la RDC, il y a comme une unanimité au niveau de ceux qui étaient les grands patrons du Rwanda, de condamner tous azimuts le Rwanda parce qu'ils se disent que c'est tout à fait en cohérence avec la théorie machiavélique et machiavélienne qui consiste à sacrifier un bourreau dont on s'est entouré les services lorsqu'il était dans les bonnes grâces du peuple. C'est Machiavel qui le dit. Machiavel dit, si vous avez un homme qui est très populaire, reprenez-le, mettez-le à côté de vous et vous jouissez de la popularité dont il a le crédit. Et dès que le peuple constatera que ce dernier pose des actes qui ne sont plus en bonne grâce avec ce qu'il demande, eh bien, n'hésitez pas à le sacrifier pour montrer au peuple que vous avez une once de justice en vous. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le malheur du Rwanda viendrait-il, comme le disait Parfendom, de la vision actuelle de son leader, le président Kagame, c'est-à-dire qui est allé quand même, il faut bien le rappeler, c'est des faits, aller secourir la République centrafricaine et qui s'est même porté volontaire à accompagner, pourquoi pas le Mali à faire face au terrorisme. Est-ce que son malheur ne viendrait pas de là? Ça peut avoir joué aussi, hein. Le dossier centrafricain peut avoir joué dans ce cas-là. C'est-à-dire que pour le lâcher définitivement, certainement les Français qui ont des intérêts, parce que les Français qui ont travaillé avec les États-Unis et la Belgique sur la géopolitique du chaos au Rwanda, les Français, à partir de Foka, avaient décidé de faire du Rwanda un pôle de pillage et de siphonnage des ressources du Congo. Le président Kagame, quand il a été coopté par les services de la CIA et puis il a été porté au pouvoir contre les forces Hutus rwandaises, c'était un projet de la CIA qui visait simplement à faire de la minorité Tutsi dans la zone un pôle hégémonique de déstabilisation et de contrôle de la sous-région, de ce qu'ils appellent les Grands Lacs, mais qui sont en fait l'Afrique centrale. Donc, ils ont créé une géopolitique des Grands Lacs à partir de leur conception du pouvoir tribal et surtout du peuple Tutsi. Il faut noter que Paul Kagame arrive au pouvoir par le soutien d'un autre Tutsi, le général Yoweri Museveni, qui était en Ouganda. Et les deux acteurs ont beaucoup contribué à la dégradation des conditions sécuritaires à l'est de la RDC. D'ailleurs, les Français qui ont relocalisé les forces Hutus à partir de 1994 sur le territoire de la RDC, ce qui est devenu la rébellion du FDLR, les Français qui ont travaillé à ce que le FDLR soit implanté à RDC, n'ont jamais rien fait pour rassurer le Rwanda. C'était quoi? C'était simplement une garantie qu'ils avaient que si Kagame venait à les trahir, il pourra à tout moment réactiver les FDLR. S'il y a un risque, et je crains fort que le président Tshisekedi, comme nous l'avons toujours dit, c'est un larbin de l'Occident, c'est un larbin de la CIA, que le président Tshisekedi soit en train de nous alerter que le plan de menace que la France avait posé sur son territoire va être mis à exécution. C'est-à-dire quoi? On va lâcher dans les chiens de garde Hutus pour qu'ils attaquent les populations Tutsi qui sont réfugiées toutes à l'est de la RDC. Le problème étant de créer un nouveau conflit interethnique, parce qu'on sait tous que la France avait mouillé dans le génocide rwandais. Donc, il s'agit encore de remettre d'actualité ces questions génocidaires sur la table, de remettre cette géopolitique du chaos au niveau du Rwanda, en faisant croire que depuis un moment, les forces du M23 ont commencé à attaquer leurs frères Tutsi. Or que ce sera tout le contraire, et puis vous allez constater que les M23 vont accuser les FDLR de l'avoir fait, et on risque d'avoir une guerre civile rwandaise sur le territoire de la RDC. L'objectif de l'Occident, c'est de créer toujours le chaos à l'est de la RDC. Peut-être qu'ils le font, et le grand frère Patient Parfait a une bonne piste, parce que quand il dit les efforts
de Kagame au niveau du Centrafrique. Ces efforts sont concrets. Il s'est engagé aux côtés du président Touadéra pour la sécurisation du territoire. Donc, certainement, en ayant perdu ses intérêts au niveau de du Centrafrique, la France se dit, nous allons activer le plan B du côté des États de la RDC. Et là-bas, on constate qu'ils sont tout à fait d'accord avec les Allemands qui sont un des gros soutiens des FDLR, les Anglais qui sont un des gros soutiens des ADF NALU, la fameuse rébellion ougandaise, anti-congolaise, et les États-Unis qui sont en fait le grand patron des M23 et de toutes ces bandes armées. Donc il y a une entente, que désormais M. Kagame est en disgrâce, et ça ne serait pas étranger de voir que ce soit les dossiers centrafricains et maliens qui sont en train de peser de tout leur poids. C'est-à-dire que l'Occident se dit, ce monsieur a quand même eu le courage, après tout ce qu'on lui a donné, de nous faire volte-face. Et comme l'Occident n'aime pas les trahisons, l'Occident se dit, nous allons lui faire payer cher. La piste que lance Tshisekedi n'est pas à prendre à la légère. Les Hutus qui ont été relocalisés au Congo peuvent être une menace contre les Tutsis, et peut-être que Tshisekedi compte là-dessus pour redorer son image auprès de l'Occident. Peut-être. Mais voudrait préparer ce génocide pour pouvoir faire accuser l'armée congolaise plutôt, afin de justifier, de trouver une raison. Hein, quoi, le truc ne sera pas de faire accuser l'armée congolaise, parce que ça, Tshisekedi raconte des mensonges. Il est dans le camp du mensonge. Donc il dit des choses comme ça pour détourner l'attention, pour que l'opinion ne soit pas au fait de ce qui se passe. Mais c'est un communiqué des autorités militaires. Il dit que c'est lui derrière tout ça. C'est le chef suprême de l'armée congolaise. Donc c'est lui qui est derrière tout ça. Il veut faire croire qu'il y a un risque de massacre des Tutsis, parce qu'il sait que sur le territoire congolais, il y a les Hutus. Et que les FDLR n'ont jamais été désarmés. Je crois que sur le contrôle du grand frère Patient Pafendo, c'est c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez des missions de maintien de la paix, la MONUSCO, qui prend $1 milliard par an. La MONUSCO n'a jamais fait valoir son devoir de pourchasser les groupes armés sur le territoire de la RDC. La MONUSCO n'a jamais fait valoir son devoir de désarmer les groupes armés tels que le prévoyaient les accords de Luanda. Or, cette même MONUSCO ne fait que gonfler les budgets, ne fait que bénéficier d'un traitement de faveur, et ne fait que jouir d'une légitimité internationale qui laisse pantois tout observateur et dégradation du climat sécurité à l'est de la RDC. C'est comme si, en fait, on nourrissait un chat qui n'attrape pas de souris. C'est tout à fait étrange, cette manière de fonctionner. Les forces FDLR qui sont sur le territoire de la RDC, c'est elles qui constituent la véritable menace contre les populations Tutsi. Très bien. Passons par fin d'homme. Du point de vue géopolitique, est-ce que cette résurgence de la crise ne viserait pas à faire un tout en un, c'est-à-dire affaiblir Kagame, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi atteindre l'objectif, le but, celui de balkaniser définitivement la RDC? Oui. Mais je crois que le truc dans l'affaire, c'est la question, les agendas politiques. Oui. Qui ont permis aux autres de baisser la garde et de valider ce projet que vous dessinez. Agenda politique d'abord pour la RDC. Et les élections qui arrivent. Le bilan du président Tshisekedi, il n'est pas aussi relevé que cela. Oui. Donc il faut trouver une excuse, soit pour repousser les élections, soit pour battre campagne en ayant une thématique de la défense du territoire comme thématique clé qui justifie justement qu'on lui refasse encore confiance pour qu'il puisse remplir. D'autant plus qu'il aura certainement le soutien d'une France non négligeable de la prétendue communauté internationale qui va avec tout ce qu'ils ont comme arsenal à la fois sur le plan médiatique, sur le plan militaire, sur le plan financier, démontrer qu'ils apportent leur soutien à l'État de la RDC sous le leadership éclairé de Tshisekedi. Oui. Ça va être un point très important, n'est-ce pas? Mais en même temps, il est vomi quand même par la population de l'Est depuis son fameux état d'urgence. Il a mis quand même la région sous état d'urgence. Et pour quel résultat finalement? Mais il n'y a pas que ça. Je n'ai pas fini mon développement. Oui. Non seulement il l'a fait, mais
il a démontré l'incapacité de l'État du Congo à sécuriser son territoire et à sécuriser ses propres populations. Oui. En acceptant, au-delà de la MONUSCO, l'intrusion de forces étrangères, soit l'africaine, par exemple le cas des Kenyans, et les populations vivent cela très mal. Avant elle, les Ougandais. Les Ougandais, voilà, les populations les vivent très mal, mais c'est pas possible. Nous sommes quand même le Grand Congo, le Congo de Lumumba. Comment on peut sous-traiter à des pays tiers qui n'ont pas notre puissance, qui n'ont pas notre richesse, n'est-ce pas, notre sécurité? Ça pose problème. Donc pour cela, il a besoin d'une petite dérobade en termes de stratégie pour justifier justement cela et en faire un thème de campagne majeur. Pour le Rwanda, la conséquence sur laquelle sera, s'il y a cet accès de fixation qui est créé au niveau de la République démocratique du Congo, et là je rejoins Jonathan pour dire que je ne vois pas comment les Tutsis, au vu de l'histoire récente, tout à fait, avec le génocide qu'ils ont subi, quel est le Tutsi qui peut prendre le courage de tuer notre Tutsi? Je pense que là, au moins, il y a un ciment du point de vue de la conscience qui fait que c'est difficile. C'est difficile. Je ne dis pas que les instrumentalisations ne sont pas possibles, mais c'est extrêmement difficile qu'on trouve une lame de fond majeure qui aille dans ce sens. Ce que je pense plutôt, c'est de faire une espèce d'abcès de fixation au niveau de ces régions sur le plan militaire. Et qu'est-ce que cela va contraindre? Ça va contraindre le président Kagame de rapatrier une bonne partie de ces troupes qui sont en République centrafricaine. Et qu'est-ce que ça va créer pour la République centrafricaine? Un déficit sur le plan, n'est-ce pas, des hommes, sur le plan de sécuritaire important, et qui puisse maintenant permettre le déclenchement de notre opération par le biais des rebelles qui s'entraînent certainement déjà au Tchad quelque part pour attaquer la RDC. Donc vous voyez comment les chemins peuvent se construire. Nous, on peut être là fixés à regarder la RDC, alors que le plan B, le plan C, le plan Y, Z et X' est ailleurs. Donc c'est pour cela que je suis un peu gêné de me rendre compte que nos élites, quand ils font les analyses, ils ne prennent pas en considération l'ensemble de la question. Ils se focalisent sur des petits trucs parce qu'il y a de l'argent qui circule, il y a des possibilités de revenir au pouvoir qui existent, il y a des possibilités d'avoir des subsides de la communauté internationale qui sont là en termes de subsides dans la forme matérielle, financière et même diplomatique. Ils oublient qu'on risque d'entraîner une bonne partie de notre continent dans un engrenage qui ne dit pas son nom. Et qui va nous obliger à faire plutôt marche arrière par rapport aux avancées qualitatives que nous avons eues par exemple en République centrafricaine aujourd'hui. Parce que si cela est fait, ça va créer quoi? Ça va créer une guerre de facto entre la République centrafricaine et le Tchad par exemple. Avec des conséquences qu'on peut bien imaginer pour le Cameroun et la grande zone du lac Tchad. Ça va affaiblir, n'est-ce pas, un peu la logistique que la RDC est en train de mettre en place, la RDC est en train de mettre en place pour continuer l'opération de sécurisation de son espace. Ça va affaiblir la vision politique du président Kagame qui va se retrouver dans une quadrature du cercle, obligé de revenir à des fondamentaux qu'il avait déjà en réalité dépassés qualitativement. Donc cet agencement de ce bout de puzzle qu'on voit peuvent nous amener à penser que au-delà des questions purement domestiques entre la RDC et le Congo, c'est plutôt l'affrontement au niveau mondial qui justifie ces plans macabres qui sont d'être mis en place. Et cela nous dit que quand on est responsable pour un révolutionnaire, on est responsable pour deux. Mais encore davantage des principaux acteurs, surtout du point de vue congolais, en responsabilité par rapport à ce drame qui peut de nouveau frapper encore l'Afrique. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'omnière, ça veut dire que les gens n'ont pas tiré les leçons de notre histoire récente, et ça veut dire qu'une fois de plus, les intérêts étrangers ne sont pas analysés à leur juste valeur par rapport au plan diabolique, n'est-ce pas, de ces institutions internationales vis-à-vis de notre continent. Très bien. Jonathan Batenguini, le M23 est présenté aujourd'hui comme étant cette force qui monte en puissance, qui a déjà, selon certaines informations, pris le contrôle de plusieurs localités à l'est de la RDC. Mais comment on explique justement cette montée en puissance? La montée en puissance du M23 ces derniers jours a fait suite à un ensemble de variables qui sont tout à fait compréhensibles. Vous vous souvenez qu'il y a peu de temps, l'Union européenne et tous ces grands turiféraires
pondait un communiqué disant qu'il condamne le Rwanda dans son soutien à la rébellion du M23. Mais étrangement, quelques jours après, il y avait un important contrat d'armement qui était accordé au Rwanda. C'est-à-dire que, de manière paradoxale, les gens vous disent que ce pays-là, il est en train de siphonner, il est en train de créer le désordre chez son voisin. Mais ils ont accordé au M23, ils ont accordé au Rwanda un important contrat d'armement. Quand vous regardez les armements qu'ils accordent au Rwanda, vous vous demandez, le Rwanda en guerre contre quel pays? Oui. Donc, le vrai patron du M23, c'est la CIA. Nous l'avons toujours dit. C'est la CIA. Donc, il fallait armer le M23. Mais en fait, c'était un piège qui était tendu au M23. Parce que ce surarmement du M23 préparait justement cette situation-ci. C'est qu'en fait, les M23 armés, les M23 occupant certaines villes, ça devenait incompréhensible pour certaines personnes que les populations de ces villes-là soient attaquées, alors que c'est les M23 qui ont été surarmés et qui occupent les positions fortes dans ces villes-là. Vous voyez un peu? Donc il fallait à tout prix créer les conditions de telle sorte que l'on ramène les gens à croire qu'il y a une tentative de résurgence génocidaire à l'est de la RDC, particulièrement un génocide contre les Tutsis. Mais cette fois-là, ça allait être présenté différemment. Au départ, ils auraient pu, c'est des scénarios envisageables, ils auraient pu présenter cela comme une attaque des FARDC, ce qui, de manière logique, apparaîtrait comme étant une attaque contre les M23, mais qui a débouché sur une expédition punitive contre la population Tutsi. Mais les enquêtes des FARDC déboucheraient inexorablement sur le deuxième scénario, c'est-à-dire qu'on se rendrait compte que c'est les forces Hutus présentes sur le territoire de RDC. Ça donnerait le cocktail explosif que les Français avaient totalement préparé. Oui. Parce que si les Français, nous le répétons tous, si les Français ont ramené les forces de FDLR, ne les ont pas désarmées, les ont maintenues sur le territoire de la RDC, c'était bien sûr en prévision de telles situations. C'est-à-dire le jour où Kagame ne leur accorderait plus satisfaction, il trouverait un moyen de lui être nuisible. C'est ce qui serait activé. Donc, à l'issue d'une enquête factice, on comprendrait alors que les FDLR sont redevenus actifs, se sont remis dans le sens de la conquête du pouvoir, et c'est ces FDLR qui auraient donc un terrain de justification pour se retrouver encore en territoire rwandais. Voilà le scénario le plus probable que l'Occident est en train de préparer au niveau de ce qu'ils appellent les Grands Lacs. Ce que nous répétons encore ne veut rien dire. Il n'y a pas une zone en Afrique qui s'appelle les Grands Lacs. Quand vous allez, il y a les lacs partout en Afrique. Cette zone-là, c'est simplement une partie de l'Afrique centrale. Alors, dans l'Afrique centrale, comme le disait aussi le grand frère Patient Parfait, ils ont une lecture globale. Il faut mettre en difficulté Kagame, qui a apporté son soutien au président Touadéra, pour certainement que ce dernier relâche son soutien au niveau de la RCA, parce qu'ils ont dû étudier le dispositif sécuritaire. Ils se sont rendus compte que la conquête de certaines villes majeures s'est faite avec le concours des Rwandais. Ils se disent, si les Rwandais ne sont plus là, l'armée centrafricaine sera certainement un peu diminuée, et ça donnera le flanc aux rebelles qui doivent attaquer à partir du Tchad. Parce qu'actuellement, on sait qu'il y a 15 000 hommes qui sont prépositionnés au niveau de la frontière soudano-tchado-centrafricaine. Donc, ces hommes-là, ils veulent que ces individus se retrouvent sur le territoire de la RCA. Et ils sont en train de chercher la petite faille. Mais puisqu'ils ont deux territoires sur lesquels ils peuvent agir, ils sont en train d'actionner le territoire de la RDC pour avoir le flanc ouvert au niveau de la RCA. C'est tout à fait le scénario qu'ils sont en train d'envisager. Ils veulent juste distraire l'opinion, donner l'impression qu'il y a quelque chose de génocidaire qui se prépare au Congo, alors qu'en fait, c'est une grande manœuvre géopolitique géostratégique qui sont en train de mettre sur pied. Très bien. On affiche donc les numéros pour nos appelants. Sidi du Bénin qui essaye de nous joindre depuis quelques minutes. Est-ce qu'on peut donner la parole à Sidi qui est donc... Oui, Sidi, c'est bon? D'accord. Bonsoir, Sidi. Oui, bonsoir aux millions de téléspectateurs de For You Television, la chaîne qui déconstruit les mensonges occidentaux et américains. Bonsoir à mon frère Jonathan Batengene Le Roc et au vieux renard et avant-gardiste audacieux. Mes respects, patient parfait d'homme. Et sans oublier, bien sûr,
le meilleur journaliste panafricain au monde, M. Bachir Ladan Webers et Mong Webers. Bachir Ladan, avant tout propos, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles éplorées de l'accident mortel survenu hier soir dans chez nous au Bénin, où plus d'une trentaine de Béninois ont péri. Bachir, mon frère, la situation de la République démocratique du Congo trouve son naissance dans l'histoire politique de cette dernière. La RDC, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, autrefois propriété privée du roi Léopold II, est devenue le gâteau à partager entre firmes internationales. En réalité, chacun est en train de puiser Bachir dans les ressources de la RDC. Ce soi-disant combat entre le M23 et l'armée congolaise n'est qu'un camouflet Bachir. Au fait, c'est un combat entre différents pays occidentaux et américains pour le contrôle des ressources incommensurables de la RDC, grenier de l'Afrique. Les Congolais n'ont aucun intérêt dans cette situation. Et comme l'occasion fait le larron Bachir Ladan, mon frère, c'est le moment plus que jamais pour que les Congolaises et Congolais sortent afin de chasser Tshisekedi, représentant légal des USA, Martin Fayoulou, représentant de la Belgique, et une grande partie de la MONUSCO, représentante de la France. Ils doivent sortir massivement, prendre leur courage à deux mains et profiter de ce chaos pour chasser tous ceux-là afin que leur pays leur revienne. J'en appelle à l'armée panafricaine congolaise à rester derrière cette population pour mettre de l'ordre en RDC, car il y a eu trop de morts dans cette affaire, et trop c'est trop. Vous voyez Bachir, ils sont en train de parler de zones tampons en RDC aussi. Ça ne vous rappelle rien Bachir? Moi, ça me rappelle le rôle de l'aménagement au Mali, où ils interdisent à l'armée régulière d'un pays dit indépendant d'accéder simplement qu'on appelle à une partie de son territoire, parce que ils pillent, volent les ressources minières à travers cette zone dite tampon. Ils arment, ravitaillent et transportent des mercenaires à travers cette zone dite tampon. Donc, c'est le moment plus que jamais pour que nous reprenions notre Congo des mains des forces maléfiques et sataniques. L'Afrique doit rester debout. Aujourd'hui, si nous laissons passer le cas du Congo, je ne sais pas à qui le tout. À qui le tout. Cette mafia qu'on appelle ces pays occidentaux doit un jour s'arrêter. Et c'est le moment, je dis, le moment plus que jamais pour que ça s'arrête. Afrique debout, c'est Dieu qui est fort. For You Television, an overview of the world. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bachir Ladan. Amen. Merci à vous, Sidik du Bénin, et puis au nom de tous les panélistes ici présents et de la grande équipe de For You Media, on vous présente les condoléances les plus sincères du côté du Bénin pour cet accident très très tragique, malheureusement, où personne n'a survécu. On reste au téléphone avec Jean Sakponou. Jean, bonsoir. Bonjour Bachir. Bonjour aux techniciens, bonjour à vos invités, Jonathan, et puis Patient Parfait, donc. Bonjour à vous tous, du courage à vous, c'est ce que nous devons dire. Et bonjour aussi à Siliki ou bien Sili du Bénin. Nos condoléances dans cet accident de Dassazoumé, il y a des cadres aussi qui sont partis, et nos condoléances aux familles éplorées. Et Bachir, d'entrée de jeu, je veux féliciter et encore appeler à la vigilance des Camerounais dans le cas de l'assassinat du journaliste Martin Zongo. Je vous félicite de la façon dont vous abordez ce problème, parce que l'ennemi cherche toujours par tous les moyens pour créer la zizanie dans nos pays, pour créer la guerre des ethnies, la guerre des tribus, la guerre des clans. C'est l'ennemi qui fait ça. À qui profitent ces crimes? Ça profite à l'Occident qui ne fait que jouer ce jeu sur le continent africain depuis la nuit des temps. Et c'est le cas même du Congo, de la RDC. C'est le même cas qui est envisagé. Ce cas, normalement, Paul Kagame devait voir effectivement que, comme il est africain, il pense qu'il est américain. Maintenant, il
voit maintenant qu'il doit protéger ses frères. Hein? Comme en tant qu'Africain, il a le sens humain là, et il supporte la SCA. Et voilà que ses amis, soi-disant amis américains, sont contre ça. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pas des gens. Ça dit, parce que nous savons ce que nous vivons, nous, ici. Non, je sais. Moi qui vous parle, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Et Kagame aussi le sait. C'est encore une preuve pour lui pour dire, mais ces gens-là, ce n'est pas des gens avec qui il faut coopérer réellement pour le réel développement de nos pays africains. Ce sont des ennemis qui se font passer comme nos amis. C'est comme ça. Alors, du coup, vous avez parlé de... Selon vos invités, on parlait, ils ont beaucoup dit. Ce que moi je peux dire, l'arrivée du pape François en RDC, que ceux qui ont la foi chrétienne parlent à ce dirigeant, qui est un chef d'État d'ailleurs, de dire à la communauté internationale de faire partie les bases militaires de l'OTAN, bien de la communauté internationale en RDC. La MINUSCO est là depuis plus de 20 ans. Et regardez combien de Congolais qui meurent dans ces attaques. Vous parlez de M23. M23 veut prendre le pouvoir. On a quand même le pouvoir. M23 veut prendre le pouvoir, bien qu'est-ce que M23 défend? C'est des choses pour nous. Les gens là, ils sont mauvais. C'est-à-dire, ils s'en fichent de la vie humaine des Africains. Ce qui les importe, c'est les ressources qu'on a fait pour piller. Mais où allons-nous avec tout ça, Bachir? Les greniers de ces richesses que ces Occidentaux pillent sur le continent africain, c'est où aujourd'hui? Où est-ce qu'ils en sont, ces gens-là? Dans le pillage de nos ressources africaines depuis longtemps. Et pourtant, regardez leur état. Ils vont périr. Parce que ce qu'ils font, c'est une injustice. Ils prennent des choses d'une autre personne injustement et détruisent cette personne-là. Ça fait deux crimes à la fois. Parce qu'il faut une prise de conscience des Congolais pour dire, si ce qu'il dit n'est pas d'abord un président, voilà. Lui qui était, il pensait que le jeu était si simple. Il comptait sur le conseil de ces Occidentaux, qui sont ses conseillers, qui le dirigent. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui, c'est ce qu'il dit? Regarde, jeune frère, regarde, ton papa l'avait fait, trahir le Congo, et toi aussi, tu penses que tu peux mieux faire. Voilà là où tu es aujourd'hui. Partage dans ta main. Qu'est-ce que tu fais de concret aux Congolais aujourd'hui pour sauver leur vie? Si c'est que pour accuser Paul Kagame qui est ton frère, au lieu de vous entendre, vous voulez tout faire pour encore tuer la population de cette région. C'est mauvais. Honte à vous. Vous ne pouvez plus boire le sang. Hein? Vos esprits sataniques là ne peuvent plus boire le sang des Africains. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Parce que tout ce qui se passe là-bas, là, c'est pour tuer les humains, les Africains. C'est pour tuer encore. C'est pour tuer, créer la guerre entre... Qu'est-ce que la France faisait depuis... qu'est-ce que la France a fait entre les routiers et les Tutsis? C'est ça. Et c'est ce qu'on veut encore ramener encore là-bas pour dissimer encore cette population qui a tant souffert. Nous crions pour que l'Éternel, le vrai Dieu, nous écoute. Et il nous écoute. Il sait de quoi nous parlons. Lucifer aussi sait de quoi nous parlons. Le combat est dur actuellement. Mais ils vont périr. C'est le temps pour eux de périr. Courage à vous. Courage à vous. Nous sommes en guerre. Cette guerre est menée, c'est une guerre divine. Elle doit être gagnée, elle est déjà gagnée. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye. Merci à vous également, très cher Jean Sarpono, depuis les États-Unis d'Amérique. On va rester au téléphone avec un autre de nos plus fidèles. Il s'agit de Gallo-Célie. Bonsoir, Gallo-Célie. Bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs de For You. Monsieur Ladan, je vous appelle avec beaucoup de satisfaction. Parce que M. Ndom, l'infatigable, et M. Batengene ont vraiment regardé ça d'une manière globale. Parce que tant qu'on reste dans des petites guerres casanières, là, on ne comprend pas les enjeux. Les Français avaient flatté Kagame, ils lui ont mis sa soeur comme présidente de la francophonie et tout. J'avais compris que c'était une erreur que Kagame venait de commettre. Il ne fallait pas rétablir les relations avec la France. Parce que dès que vous rétablissez les relations avec un pays aussi criminel qui a imposé 1 million de morts pour refuser le changement au Rwanda, vous vous engagez dans une opération très compliquée.
Mais la France est une puissance. Elle se bat pour ses intérêts, messieurs là-dedans. La preuve, en faisant cela, il faut savoir que les forces rwandaises à RCA sont les seules qui aident vraiment les Russes à maintenir l'équilibre là-bas. Tous les autres jouent des doubles jeux. Et pareil, s'il envoyait des soldats au Mali, ce serait très fructueux. Donc la France, dans son action, une puissance, elle regarde ses intérêts. Et c'est qu'en fatiguant ces éléments, ça va lui donner un peu de tranquillité. Deuxième aspect, c'est vraiment le verdict des Occidentaux. Ils ne veulent pas qu'un pays africain profite de l'Afrique. Parce qu'ils se disent que M. Kagame n'est qu'une pompe à minerais pour envoyer à l'extérieur. Mais si le Rwanda veut en profiter, ça pose problème. Et le dernier aspect, c'est ce que vient de signer M. Sapono. Il faut que M. Tshisekedi renforce son armée, établisse une vraie industrie des mines au profit des Congolais, au lieu de jouer au pion des Américains pour tuer encore des Africains. Voilà un peu ce que j'ai compris de tous ces débats, mais j'ai dit ce n'est qu'en l'abordant d'une manière globale, comme vos deux invités, qu'on y voit clair dans cette eau trouble. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous également, cher Gallo Célie. On reste au téléphone toujours. C'est la séquence des appelants. Et c'est depuis Londres que Mohamed nous appelle. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Bachir. Voilà un peu ce que j'ai compris. Salam alaikum. Alaikum salam. On vous écoute, Mohamed. Bonjour à M. Parfait. Et c'est la première fois que j'ai la chance de lui présenter les salutations en direct. Et honneur à toi, longévité à toi, santé de fer. Et que Dieu fasse que tu connaisses le succès de cette lutte, de ton vivant ou bien après ta mort, que ton nom ne s'éteigne jamais parmi les héros de l'Afrique. Et bonsoir aussi à l'infatigable, l'acier, l'indomptable Joe. Bonsoir à toi, Bachir. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de dire est assez simple. C'est assez simple en ce sens que ce bas monde a déjà prouvé que tout pays ayant des ressources est victime de l'attaque de ces prédateurs mondiaux-là. Prenez le cas de l'Irak. C'est le pétrole irakien qui tue les Irakiens. Prenez la Libye. C'est le pétrole libyen qui tue les Libyens. Prenez le cas de l'Afrique du Sud, l'apartheid que les Sud-Africains ont connu. Prenez le cas de Frank Clips Apple qui fait les diamants. Vous avez jamais vu une mine de diamants chez eux? Ces gens-là, il faut que les Africains prennent conscience de quelque chose. Nous devons nous unir, nous devons nous regrouper. Comme l'a toujours dit le grand frère Parfait, il faut une armée africaine. Si nous avons notre propre armée et nous envoyons notre armée, par exemple en RDC, vous pensez que le projet macabre, ce vilain projet qu'ils ont pour la RDC aura lieu? C'est ça le problème. Il va falloir que nous nous unissions, nos forces, que nous sachions que n'importe quel pays ayant des richesses convoitées par ces meurtriers, ces criminels internationaux, le pays sera victime. Regardez le cas de la Guinée équatoriale. Vous voyez? Donc, les cas font foison, les cas sont légion. Donc, c'est aux Africains de prendre conscience. Merci pour le réveil, pour le travail de l'éveil des consciences que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite longue vie, je vous souhaite du courage, je vous souhaite les moyens pour le faire. Afrique Média, allons de l'avant sans coup féri. Et par l'occasion, j'envoie mon bonjour à mon frère Guy Tega. Et Bachir, tu le connais bien, l'homme de Guy Tega là. Je ne l'entends plus, j'espère qu'il va bien. Delphin se porte bien, rassurez-vous, cher Mohamed. Voilà, il va très bien, il va très bien. Il est engagé sur d'autres fronts, mais dans le même combat. Alors, Signé, on reste au téléphone ou on revient vers nos invités? D'accord, on revient vers les invités. Patient Parfendom, on a écouté tous nos téléspectateurs qui se sentent de plus en plus inquiets. Moi, ma question serait de savoir, mais pourquoi ou qu'attend Tshisekedi quand même pour s'engager véritablement dans une guerre contre tous ces groupes armés, ADF d'un côté, le FDLR, le M23, alors que l'armée congolaise figure quand même parmi les top 10 des grandes armées sur le continent africain. J'ai l'habitude de vous dire,
En ce qui concerne les statistiques, les trucs de vos agences de notation sur le plan international, quand il s'agit de l'Afrique, c'est pour ça que vous voyez, dans mes développements, je fais très peu cas de statistiques. Oui. Très peu cas. Quelques rares fois. Pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance en ces statistiques qui ne veulent absolument rien dire. C'est vrai, la République démocratique du Congo, c'est un pays continent, c'est très très grand. C'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. C'est extrêmement grand. Mais quand on voit comment les ADF Malou peuvent venir narguer l'armée d'un pays comme le Congo, même le M23, oui, mais attention, le M23 n'est pas aux ordres de la CIA. Je le dis, c'est un secret polichinelle. Le M23, c'est aussi l'autre machette du Rwanda qui dit si vous voulez m'embêter, mais moi j'ai la capacité de vous embêter. En réalité, c'est à ce jeu tactique et stratégique que ça retourne. Contrairement à d'autres pays dans la sous-région, l'État rwandais est assez discipliné. Si elle n'était pas assez disciplinée, je crois qu'elle aurait déjà dû s'écrouler aussi, parce qu'elle n'a pas suivi des attaques des moindres. Mais même les anciens combattants Hutus, lors de la grande marche qui a permis à Laurent Désiré Kabila de prendre le pouvoir, malheureusement, il y a eu des coupes claires. Il y a des massacres aussi en règle qui sont justement pour essayer de nettoyer ses poches et les empêcher de se constituer en force capable d'inquiéter le nouveau pouvoir rwandais. Ça, il faut se le dire. C'est une autre vérité. Alors, je pense que la République démocratique du Congo, pour l'instant, est faible. Elle est faible pourquoi? Elle est faible parce que la plupart de ces dirigeants politiques, comme ceux qui sont là en poste actuellement, ne basent pas leur légalité sur une légitimité assumée, assurée par quelle l'émanation de la volonté du peuple. On sait pertinemment de tous les passe-passe qu'il y a eu lieu et qui ont donné les résultats de la dernière présidentielle. Bon, peut-être que les réalités ont changé, mais c'était quand même ça. Il ne faut pas faire non plus un secret de polichinelle. On sait pertinemment qu'il y a un arrangement entre Joseph Kabila et Tshisekedi avec chapeauté, n'est-ce pas, par certaines forces occultes, n'est-ce pas, au niveau de l'impérialisme occidental pour permettre que ce jeu soit celui-là et ne pas permettre que le pouvoir tombe en des mains qu'on ne contrôle pas totalement. D'autant plus que parmi ceux qui étaient dans le camp qui aspiraient à prendre ce pouvoir derrière Fayoulou, il y avait quand même un ancien de la CPI. Je parle de Jean-Pierre Bemba. Et qui dit Jean-Pierre Bemba, vous voyez la corrélation avec Laurent Gbagbo. Donc ça, on disait, il sort de Niouf, il s'est atiché avec Laurent Gbagbo, on ne sait pas comment il est revenu là-bas. Il était formaté. Oui, on n'est pas de bon ton que ce soit son groupe qui puisse prendre le pouvoir après la qu'il y a eu. Donc, la RDC, tout simplement, n'a pas une armée capable d'assurer la sécurité de son pays aujourd'hui. Et cette incapacité tient du fait que, sur le plan politique, les dirigeants de la RDC aujourd'hui manquent d'une véritable légitimité au point où l'ensemble, ou bien la majorité du peuple du Congo se reconnaissent en leurs décideurs du moment comme les véritables leaders qui doivent conduire, n'est-ce pas, l'avenir de leur pays. Et beaucoup n'y croient pas. C'est pour cela que c'est un pays truffé de mafias, de gauche à droite, les mafias de diamants, les mafias d'or, les mafias de cobalt, les mafias de cuivre. Tout ce que vous voyez là, chaque groupe a sa propre petite mafia et on joue là-dessus. Et souvent l'État central, aidé par les gouverneurs locaux, essaie de s'arranger pour ne pas effrayer certaines mafias locales et permettre que ce semblant de cohésion relative puisse continuer d'exister. Or, le Rwanda n'a pas grand-chose, mais le Rwanda joue d'une certaine discipline du point de vue de l'État central qui permet quand même que les gens ne soient pas enclins à faire n'importe quoi. Parce qu'ils ont une histoire de centre qui était extrêmement douloureuse et qui a réussi à être le levain qui permet quand même à ce Rwanda-là de pouvoir réfléchir comment faire pour donner une possibilité au Rwanda demain de pouvoir compter, même en termes de soft power. Mais là, on voit que ce n'est pas seulement le soft power. Soft power, ils ont même le niveau de hard power parce que déployer des troupes dans un pays tiers et donner les résultats, comme ça que nous avons vu en République centrafricaine, il faut vraiment le faire. Oui, c'est vrai que vous n'aimez pas les statistiques et quand vous le dites, quand même, je rejette encore un coup d'œil sur les stats et je constate que la RDC est classée 8e.
le Rwanda ne figure même pas parmi les 40 puissances militaires du continent. Alors, j'aimerais bien comprendre. Comment est-ce possible que quelqu'un qui n'est même pas classé puisse inquiéter à ce point quelqu'un qui est dans le top 10 des amis les plus puissants? C'est un classement 2023, du 9 janvier 2023. Ça fait bizarre. Vraiment, ça fait bizarre. Et c'est-à-dire que si on sort de cette zone de l'Est de la République démocratique du Congo, le reste du Congo n'a pas de difficultés de sécurité majeures. Donc, si on concentrait l'essentiel des troupes congolaises dans cette région-là, en réalité, ces troupes devaient être en capacité de résoudre le problème. Non, il y a la question de la formation des militaires congolais. L'Angola avait pris le relais à un moment donné là pour former quelques officiers. Il y a le problème de formation, il y a la question de logistique, il y a la question de discipline, il y a la question de discipline des officiers supérieurs qui confondent le fait qu'il faut être dans l'armée ou être un businessman. On le dit ouvertement, nous le savons. Il y a des généraux là-bas qui sont milliardaires comme, je ne sais pas, quel milliardaire dans l'Antiquité, etc., comme Kanka Moussa, excusez-moi, pour que les gens comprennent. Ça fait pas sérieux pour un pays qui a, n'est-ce pas, toutes ces richesses, qui a autour de lui ces appétits de ses voisins et qui laisse l'un des piliers centraux, la question de la sécurité de son pays, aller comme ça à volant. Ça prouve tout simplement que l'État central lui-même a un problème. Il n'est pas assez solide pour pouvoir le faire. Alors, et ça, il faut le dire, il faut insister là-dessus. Le leadership de Kagame, on le voit souvent avec ses relations avec les États-Unis, parce qu'il était à West Point. Mais je donne une information. Parce qu'il faut bien connaître l'homme, ce n'est pas pour le défendre. On sait qu'il n'a pas toujours été blanc comme neige. Il a, à une certaine époque, créé des... Mais Kagame était d'abord, dans un premier temps, un militant de gauche qui allait faire sa formation militaire à Cuba. Ah ben oui, c'est avec la chute du mur de Berlin que son mentor, qui est Yoru Museveni, lui dit, mon cher ami, tactiquement, tu n'as plus intérêt à continuer dans cette direction, parce que de toute façon, il vient de perdre. Il revient donc, intègre mon ami, et progressivement, essayons de nouer les contacts avec le vainqueur du moment, qui était le bloc atlantiste dirigé par les États-Unis. Et voilà comment il va faire partie des services du secret, n'est-ce pas, du groupe de Museveni qui va finir par prendre le pouvoir. Il va être dans le groupe d'action d'armée de la rébellion de Museveni qui va finir par prendre le pouvoir, et il va nouer un certain nombre de contacts qui sont, et c'est ça le rôle drôle des États-Unis, l'État peut avoir une décision, peut avoir une posture, une position sur un problème donné. Mais la puissance des lobbies aux États-Unis peut contraindre l'État à avaler son chapeau et prendre une décision qui est complètement en contradiction avec les intérêts des officiels au niveau de l'État américain. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut aussi mettre la question de la vente d'armes. De la vente d'armes nouvelles des États-Unis, ça peut être des anciennes commandes, mais je peux vous dire que la capacité de lobbying de l'État rwandais auprès des lobbies américains, il est dévastateur, il est très puissant. C'est l'un des pays africains, je pense un peu avec les Éthiopiens, et si vous allez, ceux qui sont aux États-Unis, ça pour nous là-bas, il peut vous le dire. Je prends un exemple, vous allez, tous les free shops pratiquement des grands aéroports américains sont dirigés par les Éthiopiens. Vous voyez ce niveau de puissance de lobbying. Bon, au Cameroun, je ne sais pas si nous avons aussi cette possibilité. Donc, en fait, c'est pour dire que les problèmes sont complexes. Il faut faire attention à la manière dont nous les analysons. Mais je pense que l'avant-dernière prise de parole, c'est la dernière qu'on a faite aujourd'hui, explique sur le plan géopolitique tout. Il faut voir l'affaire sur le plan global. On veut ramener le Rwanda à s'occuper de ces problèmes domestiques, à lâcher la Centrafrique, parce qu'on va en découdre avec Touadéra. Et pour en découdre avec Touadéra, il faut qu'une bonne partie des forces armées rwandaises qui sont positionnées là-bas rentrent au Rwanda. Cela peut permettre donc n'est-ce pas, à tous ces barbouzes qui occupent et le Tchad et le Soudan de pouvoir attaquer la Centrafrique avec un espoir d'un quelconque succès pour remettre leurs hommes liges à la tête de la République centrafricaine et ramener et remettre là-bas la terre, quoi, le tableau à zéro. Merci, patient parfait d'homme. Jonathan Batenguini. Alors, pourquoi ou plutôt aucune initiative africaine dans la question de ce conflit entre Rwanda et RDC n'a abouti? Pourquoi aucune des initiatives africaines n'a abouti? Alors, je sais que la CIGRL, la conférence des Grands Lacs, avait désigné le président burundais pour essayer de faire la médiation,
ça s'est arrêté en chemin. La communauté est-africaine a désigné Uhuru Kenyatta comme médiateur qui, finalement, semble s'avouer vaincu également. Tous ces gens sont consécutés par un seul élément, l'Occident. C'est tout. L'Occident ne veut pas avoir... D'abord, ils n'appellent pas ça. Ils n'appellent pas ça Afrique de l'Est. Ils ont créé, c'est ça le premier truc là. Grand Lac. Ça veut dire quoi, Grand Lac? Regardons l'Afrique, il n'y a pas les lacs où. Il y a des grands lacs. Le lac Victoria. Oui, il y a des grands lacs quand même dans cette région. On descend jusqu'en Tanzanie. Oui, mais c'est ça les grands lacs. Le Tanganyika, c'est jusqu'en Tanzanie. Oui, toute cette zone fait partie de ce qu'ils appellent les grands lacs. Eux, ils vont prendre cette petite cyclone. Non, les grands lacs, ça va jusqu'en Tanzanie. C'est la région des grands lacs. Mais toute cette zone, c'est l'Afrique centrale. Du moins, la partie qui est concernée. Une partie, non. C'est à cheval entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Quand ils ont voulu donner à cette zone le sens géopolitique qui est le leur, ils ont parlé d'une géopolitique des grands lacs. Et ils ont construit une sous-région dans l'Afrique qui ne correspondait pas effectivement au découpage. Quand vous regardez toutes ces populations-là, par exemple les Bororo qui sont présents aujourd'hui au Congo, avec lesquels ils veulent créer un... Oui, mais c'est récent. Hein? La présence Bororo dans cette zone est récente parce que c'est les pays nomades. L'avantage qu'ont par exemple les pays de cette zone-là, c'est par exemple la langue. Le Swahili est la langue... Le Swahili est très partagé. Par exemple, à l'est de la RDC, c'est très partagé. Il y a le Kinyarwanda, le Kinyarwanda et le Kinyarwanda, c'est deux langues voisines, c'est deux langues qui se ressemblent beaucoup. Donc c'est des langues carrément sœurs. Oui, il y a ces facteurs-là. Mais il y a un élément. Ils ont voulu faire de cette zone une zone de contrôle exclusif de l'Occident. C'était ça le projet au départ. Et particulièrement les États-Unis. C'est les États-Unis qui ont fait de cette zone la zone des Grands Lacs telle que nous la concevons aujourd'hui. Et les États-Unis ont tout fait pour que cette zone qui était riche en matières premières, c'est-à-dire surtout en minerais et en minerais rares, ceux qui les intéressent dans la course technologique dans le monde, ils ont voulu faire de cette zone leur chasse gardée. D'ailleurs, dans les mémoires de Foccart, il revient là-dessus. Foccart revient sur la question de la RDC et particulièrement des Grands Lacs. Et la façon dont ça a été structuré, il y a une grosse philosophie foccardienne qui a été mise en application par les États-Unis. Les États-Unis ont voulu contenir cette zone et lui faire échapper à tout contrôle de l'Afrique. C'est pourquoi vous allez voir que sur la question des Grands Lacs, il n'y a jamais eu de véritable, quand on dit les Grands Lacs, cette partie de l'Afrique centrale, c'est ça que moi je préfère qu'on l'appelle, cette partie d'Afrique centrale. Vous allez voir qu'il n'y a pas de commission d'Afrique centrale qui soit compétente pour agir. Pourtant, pendant qu'il y avait ce problème de M23, je crois que le grand frère Patient Parfait va le confirmer, en RDC, les parlementaires ont demandé que ce soit géré par la CEAC. Ils ont dit qu'ils veulent plutôt que ce soit géré par la CEAC. Pratiquement c'était une majorité au Parlement qui le demandait. Et pourtant, personne ne les a écoutés. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont dit ils ne veulent pas aller à cette affaire de l'Afrique de l'Est. Et on les y a amenés de force. Pourquoi? Parce que le Kenya sous-traite pour les États-Unis les missions de pillage des ressources au niveau du Congo qui transitent par l'Ouganda et remontent par le Kenya. D'ailleurs, les derniers gros stocks de diamants qui ont été pillés au Congo ont transité par le Kenya. Surtout après la rébellion du M23 en 2013. Quand vous regardez les tonnes de diamants qui ont transité par le Kenya, vous vous posez 1001 questions. Vous comprenez que le Kenya a désormais des intérêts. C'est pourquoi le Premier ministre kenyan, qui est un allié de poids de Washington en Afrique de l'Est, parce que c'est lui que les Washington utilise pour contrecarrer l'Éthiopie au niveau d'une partie de l'Afrique de l'Est, et de l'autre côté, c'est l'Égypte qui est utilisée par les États-Unis pour davantage enclaver l'Éthiopie, et ils veulent également utiliser ce pays-là, le petit pays, la Somalie, dans le même sens. Donc, le Premier ministre kenyan s'est retrouvé dans cette affaire parce que les États-Unis pensaient qu'il était un bon caniche qui allait jouer le rôle de davantage mettre la pression sur le président Kagame. Parce que l'objectif finalement que nous retrouvons, c'est qu'ils voulaient tous faire pression sur Kagame pour que Kagame lâche le président Touadéra.
Si le Burundi s'est dessaisi de l'affaire, ce n'est pas dire que les Burundais n'étaient pas capables de gérer cette affaire. Mais les Burundais ne peuvent pas jouer le jeu des Occidentaux. Les Burundais ne peuvent pas jouer pour les Occidentaux à faire pression sur Kagame, même si ils ne partagent pas la vision de Kagame sur la sous-région. Parce que les Burundais, il faut le dire jusqu'à présent, même quand il s'agissait de résoudre les problèmes à l'est de la RDC, chaque fois que l'armée burundaise a été sollicitée, ils ont dit, nous n'avons pas d'enjeu majeur dans la sous-région. Certes, il y a des populations là-bas dont nous sommes proches, mais nous ne pouvons pas jouer un rôle là-bas parce que tout ce qui se joue au profit de l'Occident. Le Burundi, au nom du respect de sa souveraineté, au nom du respect de la souveraineté du Congo, a refusé de mouiller dans cette gabégie, dans cette déstabilisation. Par contre, les pays qui ont mouillé, il y a donc les pays comme le Rwanda, et le Rwanda aujourd'hui est en train de payer parce qu'il se retourne contre ses anciens maîtres et il devra être fort. Là, nous allons demander aux Africains, non pas de lâcher le Rwanda, mais de soutenir le Rwanda. Il faut aussi que le président Kagame ait sa propre politique, comme ça a commencé, parce que le dos qui lui est tourné par les Occidentaux doit être saisi comme une opportunité par nous, panafricanistes. Il faut que le président Kagame tienne ces M23 et les enlève sur le territoire de RDC, qu'il aide même la RDC à davantage combattre les mouvements comme les EDF et les Hutus. S'il peut même qu'il lance dans des négociations avec les Hutus qui seront capables de revenir au Rwanda pour faire la politique. Ceux qui ne pourront pas, qu'ils aident les forces congolaises à les déloger du territoire du territoire de RDC. Mais ce travail ne peut se faire et Kagame le sait. C'est pourquoi vous allez voir qu'il sera très réticent. Kagame sait que en face, il a un gars qui est dans son ancienne psychologie. Il a Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un gars qui vient à peine d'être coopté qui a été coopté par la CIA. Il vient à peine d'arriver au pouvoir. Il veut se maintenir au pouvoir, c'est visible. Il veut même modifier la constitution pour rester au pouvoir parce qu'il se dit qu'il peut jouer encore. Quand il commence avec les affaires de guerre, c'est parce qu'il veut même repousser les élections. Pour lui, ce serait une bonne opportunité de dire que les élections ne seront pas organisées. On va les repousser le temps d'avoir un contexte sécuritaire plus favorable. Il sait que ce Tshisekedi n'est pas fiable. C'est ce que Kagame sait. Il sait qu'il sort des mêmes entrailles que lui. Il se dit, ce gars a encore dans la tête, il se dit encore, il rêve encore. Il pense que les Occidentaux vont lui laisser. En tout cas. Oui. Mais, monsieur, permettez, je vous en prie, nous sommes déjà à la dernière minute de cette émission. Oui, j'ai mis en attente Lamine Diop depuis plusieurs minutes déjà. On va lui donner, pourquoi pas, 1 ou 2 minutes et on va revenir conclure. Lamine Diop. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Foyer ainsi que votre régie technique, et puis bonsoir M. Ndom, M. Batengene. Disons que mon cher Bachir, je donne un autre degré de lecture à propos du sujet et tu l'as dit, la balkanisation de la région des Grands Lacs et comme le souligne aussi M. Parfendom, l'agenda géopolitique international. Et aussi Batengene a parlé de la CIA avec son directeur alias déménageur qui voyage beaucoup ces jours-ci ainsi. Après l'Égypte, il est actuellement en Israël. Donc, selon toute vraisemblance, mon cher Bachir, je suis persuadé que ces tentatives de front ouvert de nouveau par-ci et par-là, comme par exemple en Éthiopie ou au nord-ouest de la Syrie, au sud de la Serbie, à la frontière avec la République autoproclamée du Kosovo, et les toutes fraîches attaques de l'armée de l'air israélienne en Iran, sont précisément l'œuvre et la tactique de la nouvelle offensive des Occidentaux, plus précisément les États-Unis. Alors, la question à se poser d'abord, c'est est-ce que les Occidentaux pouvaient faire autrement que de faire ouvrir ces moult fronts de conflits en même temps que l'Ukraine? La réponse est oui. L'émergence de différentes poches de conflits à travers le monde, ainsi qu'une combinaison de crises économiques latentes et de prix élevés de l'énergie, risque de détourner l'opinion publique européenne moutonnée contre la guerre de Washington et l'OTAN en Ukraine, afin de masquer la durée et le coût de ce conflit, le véritable but recherché par les États-Unis. Mais aussi permettre au collectif occidental de préparer l'opinion publique mondiale au chaos d'un monde multipolaire à l'opposé de l'unipolarité américaine. Pourquoi donc? Je vois les choses ainsi. Tout est lié avec le sujet sur la RDC vis-à-vis du Rwanda. Parce que les différentes attaques en Syrie, en Serbie, en Iran, etc., sont très similaires dans la préparation. Toutes sont des violations d'intégrité territoriale, comme la violation de l'espace aérien congolais par les Rwandais il y a quelques jours de cela,
ou encore celle de l'Israël à propos de l'Iran le week-end dernier, etc., etc. Ainsi, selon moi, tout prouve que tous ces incidents sont liés. Et si on gratte un peu derrière cette chute fracassante et irréversible des États-Unis dans le monde, on peut dire malheureusement l'État congolais de Kinshasa n'est pas à la hauteur de quelconque décision politique pour éviter ce traquenard américain qui leur est tendu. Espérons que la raison l'emportera sur la bêtise. Rwanda quand même, avec ces génocides qu'ils ont vécus, son état-major se donne encore dans de tels traquenards. C'est à constater que c'est triste et incompréhensible pour nous, Africains. Merci, belle fin d'émission, à bientôt, ciao. Merci à vous également, Lamine Diop, un grand merci à Patiendo, Jonathan Batengene, monsieur, c'est un sujet très large. On y reviendra certainement dans les prochaines éditions. Je tiens juste à rappeler que demain, le 31, donc, le pape sera reçu du côté de Kinshasa. Certainement viendra-t-il avec un message de paix dans ce pays qui a tant souffert. Bonne suite des programmes sur les antennes de FOYO Média Africa.